Ma présentation d'aujourd'hui s'inscrit sans doute davantage que je ne le voudrais dans une démarche personnelle, une enquête plutôt subjective liée à des angoisses et à des questionnements existentiels. Elle sera néanmoins strictement théorique. L'objet de ma thèse de doctorat dans une conception large est la littérature. Dans une conception restreinte, je traque ce signifiant littérature dans les fictions québécoises contemporaines, dans la représentation du romancier, du professeur, du thésard. Mais restons-en à la conception large. Qu'est-ce qui, à l'époque contemporaine, après tout ce qui a été dit et récusé, fantasmé, conçu et réfuté, qu'est-ce qui reste au concept que l'on nomme littérature? Aujourd'hui, il ne fait pas de doute pour moi que ma démarche est sociocritique, et même qu'elle s'inscrit dans l'ordre de ce qu'on a appelé l'École de Montréal. Toutefois, au début de mon parcours, issu que j'étais de recherche en narratologie et en sociologie littéraire, j'avais des doutes. L'article de Pierre Popovic paru dans la revue Pratique en 2011, la sociocritique, définition, histoire, concept, voie d'avenir, m'a servi de phare d'une certaine manière pour saisir dans quel sillon je mettais les pieds. C'est sur cet article que j'aimerais ouvrir ma communication, sur la découverte que ce fut pour moi de divers concepts, à commencer par celui qui nous intéresse dans ce colloque, l'imaginaire social. Évidemment, le concept sociocritique de l'imaginaire social n'a pas été théorisé pour la première fois dans cet article. Pierre Popovic rend d'ailleurs à Jean-Charles Falardeau, sociologue québécois de la première heure, une première mouture de ce concept en 1974. Popovic lui-même l'avait notamment développé dans son Paul Ingagne et l'approfondira dans son livre sur les Misérables en évoquant alors sa parenté avec la pensée de Castoriadis et de Ricoeur. L'article de Pratique témoigne cependant d'une distance critique que les autres textes n'arborent pas et met en lumière ce qui constitua les nœuds conflictuels auxquels j'ai attaché mon regard tout au long de mon doctorat. Ces nœuds conflictuels prennent la forme d'un côté d'une ouverture totale, c'est-à-dire la forme ouverte de la sémiosis sociale, auquel le concept d'imaginaire social, écrit Popovic, veut rendre justice dans son caractère mouvant, labile et imprévisible, et de l'autre côté d'une fermeture, sinon totale, du moins partielle, c'est-à-dire ici la littérature comme notion restreinte, auquel le concept de littérarité veut assurer la spécificité. Ce nœud se forme autour d'une phrase qui m'a paru à l'époque de ma première lecture choquante. Elle m'annonçait la mort de quelque chose que je croyais vivant. Je cite Pierre Popovic, il présente alors la littérarité générale dont procède pour lui l'imaginaire social. Il est de notoriété critique qu'aucune définition endogène n'a pu définir de manière parfaitement satisfaisante ce que c'est que la littérarité d'un énoncé. Dès lors, de deux choses l'une, soit la littérarité n'existe pas, soit il n'y a que cela, et elle reste indéfinissable parce qu'elle habite de part en part notre expérience langagière du monde. Fin de la citation. Ma communication travaillera à penser depuis les années 1970 jusqu'à aujourd'hui la naissance et le développement de l'imaginaire social en regard, de façon très générale, le délitement d'un fantasme positiviste, celui d'une littérarité spécifique. La littérarité généralisée constitue, voilà ce que je postule, la véritable révolution critique dont procède le concept d'imaginaire social en sociocritique, parce qu'il l'a rendu pensable et possible notamment. Je parlerai d'abord de la sociocritique comme ouverture antithétique au concept de littérarité. Il faudra penser cette proposition comme généalogie du concept d'imaginaire social. Et ensuite, je me pencherai plus spécifiquement sur les contraintes structurelles que demande le concept d'imaginaire social une fois rendu pensable. Par moments, il semblera que je parle davantage de sociocritique que d'imaginaire social. À d'autres moments que je veux, d'entrée de jeu, souligner, je vais sembler définir la sociocritique par le concept d'imaginaire social. Parce que peut-être, voilà un deuxième postulat, l'imaginaire social est-ce comme la littérarité le fut pour la poétique, le fond par lequel aujourd'hui peut se penser tout le geste sociocritique. Donc, je me lance. La sociocritique, dans sa conceptualisation au début des années 1970, sous l'égide des travaux de Claude Duchet, s'inscrit d'emblée sous le sceau de l'ouverture, notamment en regard de la pratique structuraliste. Parlant d'ouverture, voilà que je défonce une porte ouverte. Ouverte, on s'entend, par les sociocriticiens eux-mêmes. Ainsi, Duchet écrit dans ses entretiens avec Patrick Morus, en commentant la conversion du texte en sociotexte dans la sociocritique, je le cite, « Le texte n'est plus traité comme immanent, mais dans son ouverture. La finalité de la poétique était, sous différentes formes, la clôture du texte. Celle de la sociocritique est l'ouverture du texte. » Cette conversion, toutefois, n'est pas aussi évidente qu'elle le paraît. Dans la généalogie sociocritique, on peut lire chez le même Duchet, en introduction de l'ouvrage sociocritique, paru en 1979, « Au sens restreint, rappelons-le, la sociocritique vise d'abord le texte. Elle est même lecture immanente, en
en ce sens qu'elle reprend à son compte cette notion de texte élaboré par la critique formelle et l'avalise comme objet d'étude prioritaire. Mais la finalité est différente, puisque l'intention et la stratégie de la sociocritique sont de restituer au texte des formalistes sa teneur sociale. Donc, l'ouverture, structurellement opposée à l'immanence, survient de façon moins définitionnelle que ce qu'en dira Duchet plusieurs années plus tard. Il précise d'ailleurs dans ce même texte de 1979 « Cela suppose la prise en considération du concept de littérarité, par exemple, mais comme partie intégrante d'une analyse socio-textuelle. » Peut-être ne mesure-t-on pas la distance entre la proposition que fait ici Duchet du geste sociocritique et celle qui nous est contemporaine et qu'on retrouve notamment dans le concept d'imaginaire social. Cette distance se cache précisément dans le concept de la littérarité. Ce concept, je le rappelle pour mémoire, a été évoqué d'abord par Roman Jakobson et désigne l'aspect esthétique de la littérature. Le formaliste souligne bien à cet égard que l'objet de la poétique n'est pas la littérature comme fait brut ou empirique, mais la littérarité, définie comme ce qui fait d'un message verbal une œuvre d'art. La littérarité sera alors partagée de critique en critique, s'adjoignant toujours la même définition canonique floue et inapte à s'identifier à la scientificité dont elle se réclamait à l'origine. C'est pourquoi, après l'abandon en 1975 par Tsvetan Todorov de toute idée de poétique appuyée sur une littérarité définissable, qui aura un effet boule de neige chez nombre de théoriciens, il semble aujourd'hui que l'idée de littérarité constitue l'échec d'un domaine à se définir de façon scientifique. Cette évolution de la littérarité appelle deux remarques en lien avec la sociocritique, l'une portant sur sa persistance, l'autre sur sa disparition. La première remarque. La sociocritique, avant que l'échec de la littérarité ne soit de notoriété critique, même en travaillant contre ce concept ou dans ses marges, en contrefaçon, doit travailler avec cette littérarité comme esprit, comme garantie savante et garantie de domaine. Le concept assure le distinguo entre énoncé ordinaire et énoncé littéraire, entre ce qui est apte à se charger d'un surplus de sens et ce qui, par contre-coup, en serait inapte. Selon les mots de Robert Dion, la littérarité permet de transformer conceptuellement la littérature d'objet empirique en un objet épistémique, c'est-à-dire objet de savoir. De là, on peut affirmer que la sociocritique se développe sous la protection et sous la contrainte de la littérarité, étant entendu que si la sociocritique se distingue de la poétique par la finalité de ses analyses, elle ne peut s'en éloigner que sous certaines conditions, respect d'un dogme, défense répétée de la spécificité littéraire. Quelques exemples peuvent me permettre d'étayer cette remarque. Restons encore avec Claude Duchet dans un article de 1976 portant sur Madame Bovary. Il définit ici ce qu'il nomme le discours social. Ce que je propose d'appeler discours social n'est pas propre au roman, mais se manifeste dans le roman d'une manière spécifique, dans la mesure où celui-ci, fonctionnant comme la société, reproduit dans son texte un ensemble de voix brouillées, anonymes, une sorte de fond sonore où se mêlent les clichés, les fameuses idées reçues, les stéréotypes socioculturels, les idéologies caractérisant, les traces d'un savoir institutionnalisé ou ritualisé, les noyaux ou fragments d'idéologie. Bon, j'en passe, l'énumération est très longue. On constate bien ici comment peut se permettre d'agir l'ouverture sociocritique. Elle doit s'attacher à la manière spécifique dont s'exprime le discours social dans le roman, faire du roman un carrefour particulier, apte à contenir le fond sonore du multiple. Nous voilà très près en fait des théories baxiniennes du dialogisme, de l'hétérolinguisme, de la polyphonie. Ainsi, pour le dire vite, la sociocritique, à l'ombre de la littérarité, peut se penser dans son ouverture. Il s'agit d'ailleurs de son geste primordial, mais toujours dans la reconnaissance du spécifique de la littérature, de son propre et de son pouvoir. Il faut la ruine du concept de littérarité pour que la sociocritique puisse se libérer de tout cela. Libérer, le mot semblera dur, il me semble pourtant tout à fait juste pour saisir la situation qu'une certaine sociocritique, notamment celle du critique québécois André Bello, quelque peu agacé de cette prétention scientifique de la littérature. Dans Portrait du prof en jeune littératurologue, il écrit fort justement qu'enseigner la littérature à l'université, c'est désormais une activité spécifique, garantie par une technicité pertinente, largement empruntée, personne ne l'ignore plus, écrit-il, aux sciences humaines. Voilà, il termine, voilà le prof comme spécialiste des textes, celui qui justement procède à leur examen spécialisé, pour tout dire, un littératurologue. Se lit dans cette supplique tout le phénomène de castration savant dont procède une science de la littérature et dont la sociocritique ne peut que faire les frais, puisqu'il est rendu incapable d'en sortir. Mais justement, on en sort. J'en viens donc à ma deuxième remarque, celle portant sur l'émergence de cette conscience d'un échec de la littérarité. La première conséquence de cet échec n'est pas à trouver dans la libération, mais plutôt dans la crise.
La crise actuelle dans le champ des études littéraires, écrit Terry Eagleton en 1981, est fondamentalement une crise de définition du sujet. Car si la littérarité ne garantit plus un objet spécifique à la littérature, il ne reste qu'une idéologie de la littérature, comme se plaît à le répéter Eagleton. Et ça fait des littérateurs, ces littératurologues, de simples curés tâchant de maintenir des privilèges arbitraires à certains textes, leur assurant leur statut de domination. Un peu différemment, Claude Duchet dira à Patrick Maurus dans leur entretien « Littérature, nous l'employons trop souvent malgré nos propres appels à la prudence, comme si elle existait, comme s'il y avait un consensus, comme si cette littérature n'était pas elle-même un sociogramme qu'il faudrait se décider à tracer. Le mot littérature est empoisonnant au possible. Tous nos problèmes viennent de là. » La sociocritique, comme les études littéraires en général, est embêtée par cette remise en cause du sujet. Mais qu'est-ce, en fait, que cette remise en cause? Il s'agit, comme l'évoque Eagleton, d'une sorte d'accusation. La littérature ne serait acceptée comme littérature que sur la base d'un arbitraire, une domination pour le moins gênante. De là, il semble que la littérature ne puisse plus être prise sérieusement que par ceux capables vraiment de la révéler. Et les grands révélateurs en titre des structures de domination, ce sont évidemment les sociologues. Cette idée se retrouve avec un enthousiasme amusant dans cette ruine de la littérarité que chante Jean-Marie Klinkenberg. C'est Klinkenberg qui parle. « Aucun concept discursif ne permet de distinguer littérature et mythe. Aucun concept rhétorique ne permet d'individualiser le trope argotique face au trope poétique. Aucun concept pragmatique ne permet d'isoler des actes illocutoires et perlocutoires proprement littéraires. La spécificité du discours littéraire à l'intérieur des classes auxquelles il appartient semble donc bien, en définitive, être de nature purement institutionnelle. Et la balle est désormais dans le camp des sociologues, lesquels l'ont déjà reprise d'ailleurs. » Fin de la citation. Il semble clair dès lors que c'est en regard des sociologues que doit être conçue une pensée capable de relégitimer la lecture littéraire. Il faut être capable conceptuellement d'affirmer la supériorité, qualitative disons, du déchiffrage du texte sur le défrichage du champ, ici littéraire. Avec moins d'enthousiasme que Klinkenberg, Gilles Marcotte souligne bien lui aussi la place qu'occupe désormais le sociologue dans les affaires de littérature. La culture, c'est Gilles Marcotte qui parle, la culture semble être devenue la propriété exclusive des sociologues, qui n'ont rien de plus pressé que d'exiler la littérature, le discours littéraire, parmi les arts d'élite. Les ravages produits par l'imitation de Pierre Bourdieu dans nos départements de lettres n'ont pas été petits. L'œuvre littéraire, quand elle n'a pas été considérée comme une dépendance servile de l'idéologie, s'est vue privée de toute qualité propre. Fin de la citation. Il faut à la sociocritique dès lors refonder une idée de la littérature capable de justifier leurs gestes d'analyse. Il faut opposer à la direction des sociologues, les sociologues qui vectorisent la littérature en dominant et dominé, possédant et possédé, élu et exclu. Il faut donc leur opposer l'indirection sociocritique, qui tentera de penser le discours social et son multiple, sans lui soustraire toute valeur symbolique. Il faut être capable de lire dans le texte littéraire un geste particulier en regard des autres gestes d'expression, sans pour autant que cette particularité soit le fait d'une caste, d'un code ou d'une spécialité. Semble alors évidemment se profiler une impasse. C'est de cette impasse que la littérarité généralisée tire la sociocritique, et par-delà, c'est à mon avis, ajouterais-je, à l'imaginaire social qu'on doit conceptuellement ce plan de sauvetage. J'en viens donc au deuxième temps de ma présentation, qui consiste à présenter les conditions d'émergence de l'imaginaire social en littérature via la sociocritique. En d'autres mots, je présenterai ici les conditions pour penser une littérarité généralisée. Un peu bêtement, je commencerai par une condition de contexte. Je suis bien conscient toutefois que ce contexte est a fortiori aveugle aux autres contextes et que l'évoqué procède du chauvinisme. Je parle ici du contexte de la critique littéraire québécoise. Il va sans dire que l'imaginaire social n'a pas de racines québécoises dans son sens large, mais dans son sens littéraire, je l'ai déjà mentionné, l'imaginaire social de Pierre Popovic s'inscrit dans une certaine mesure dans les foulées du sociologue Jean-Charles Falardeau et de son imaginaire social et littérature qui est paru en 1974. Dans son article « La démarche sociocritique au Québec », André Bello mentionne l'existence au Québec d'une sociocritique traditionnelle, une sorte de discours sociologisant général pratiqué depuis toujours par les journalistes, les écrivains et les professeurs, qui tend à considérer chaque œuvre importante parue comme un moment réussi ou non d'une évolution littéraire inséparable de l'évolution nationale et politique. Ce qu'affirme Bello, c'est bien qu'il existe une proximité particulière au Québec entre le texte littéraire et sa société, et cette proximité tend d'emblée à contester la clôture qui protégerait l'un des influences de l'autre. La littérarité comme immanence scientifique de l'objet texte littéraire trouve ici un espace de contestation naturelle, quasiment post-colonial, en ce que cette contestation prend souvent la forme d'une contre-version, d'un contre-savoir, opposé à un pseudo-savoir de vérité, à une pseudo-science.
Ainsi, Jean-Charles Falardeau écrit en introduction de son imaginaire social, et les mots m'y semblent fortement connotés, « Un terrorisme pernicieux se manifeste aujourd'hui. D'abord par la surabondance même des écoles qui ambitionnent d'analyser le donné littéraire, par l'acharnement surtout avec lequel certaines de ces écoles prétendent éliminer des œuvres toute signification pour ne retenir que leur littérarité. Le roman est mort ou va mourir, seuls demeurent des textes à disséquer. » Donc, dans ce terrorisme, ce meurtre, on retrouve le crime général de la science, qui pour se donner un objet doit au préalable le tuer. Métaphore usuelle, mais qui ici prend l'allure d'une guerre coloniale avec les attitudes différemment distribuées, puisque le terrorisme revient ici aux puissants, ce qui n'est pas nécessairement l'habitude. La deuxième condition, pour dire vite, consiste à trouver les moyens conceptuels de généraliser la littérature sans la nier. En tentant de définir la littérarité dans son ouvrage de 1973, Mircea Margescu justifiait son projet de définition par la coexistence problématique de deux thèses, toutes deux formulées sur le vide du concept de littérarité. À savoir, d'un côté, la littérature existe, c'est une évidence. De l'autre côté, la littérature n'existe pas, c'est une évidence. Dans le premier cas, on s'appuyait sur un concept flou de littérarité, dont on allait chercher du capital. Et dans le second cas, les sociologues tiraient de cette absence de définition stricte l'évidence de sa non-existence. Et de là, en effet, la volonté de créer un concept de littérarité robuste, capable d'anéantir les évidences. On voit bien comment la littérarité servait à faire vivre, dans le particulier, la littérature. La littérarité générale apparaît alors, on l'a bien compris, oxymorique. Elle rend pourtant possible cette gymnastique particulière qui consiste à anéantir l'objet épistémique de la discipline littéraire pour plutôt que de relativiser le statut des lectures littéraires comme le propose Stanley Fish par exemple, de lui donner un surcroît de responsabilité. La littérarité, pour ainsi dire, n'est plus un trait d'objet, mais un trait de sujet. La littérarité généralisée, c'est effectivement la fin du concept de littérarité au profit d'une lecture toujours littérarisante. Les études littéraires deviennent moins, suivant les crises qui l'affectent, une discipline sans objet spécifique, qu'une pratique de lecture ouverte à tous les objets. J'en conviens, nous n'avons là qu'une différence de connotation. Pierre Popovic exprime bien cette nouvelle position dans laquelle se trouve la littérature, dès lors qu'elle se pourvoit d'un concept comme la littérarité générale, en écrivant dans sa Mélancolie des Misérables, je le cite, « La sociocritique, qui ne s'interrompt jamais de montrer que sur le terrain de la sociosémioticité où elle se place, la littérature n'est ni autonome par rapport au monde tel qu'il est dit aller, ni pareil à lui, est idéalement placée pour procéder à cette exportation des armes et moyens littéraires vers d'autres objets. » Ce geste répond non sans malice au geste inverse qui aura écorché les études littéraires au fil des décennies du XXe siècle, consistant à récupérer toujours les outils théoriques et conceptuels des disciplines linguistiques, sociologiques, anthropologiques, psychanalytiques et autres. Déjà en 1974, en préface à l'imaginaire social de Falardeau, Gilles Marcotte écrivait que jamais auparavant on n'a interrogé la littérature avec autant d'insistance. Aux sociologues, elle donne de la sociologie, aux psychanalystes, d'inépuisables situations de conflits psychiques, ainsi de plusieurs autres disciplines que cite Marcotte. De là, les critiques s'agacent, notamment de ce qu'on soutienne que la sociologie précède la critique littéraire sur le terrain de la vérité, parce qu'elle dévoilerait, posséderait un vécu global dont la littérature ne serait que le reflet. Marcotte rétorque fort justement qu'affirmer une telle domination d'un savoir sur l'autre, c'est oublier que la société du sociologue n'est pas la société, la chose même, mais la société lue, devenue texte, et que le rapport n'est pas de la société à la littérature, mais du texte littéraire au texte sociologique. Nous avons dans cet agacement de Marcotte déjà ce qui éclate dans la littérarité généralisée de Popovic, à savoir ce rabattement des niveaux du réel sur leur nécessaire médiatisation, et l'affirmation de la pertinence sociale de la littérature comme manière privilégiée de déchiffrer le médiatisé, texte littéraire comme texte social. Plus loin, Marcotte notera qu'on a fréquemment utilisé le roman pour faire l'histoire des formes sociales. Il ajoutera aussitôt « Je rêve à l'audacieux qui étudierait la sociologie comme roman, comme récit. » C'est-à-dire, encore une fois, faire de la littérature une lecture, non un objet. Pierre Popovic a présenté il y a quelques années déjà une analyse du marché symbolique de Pierre Bourdieu, lu comme un roman. J'en arrive alors à la troisième condition d'émergence de l'imaginaire social, sans doute d'autres seraient envisageables. Celle-là me pose bien des problèmes aussi, mais servira-t-elle de conclusion? Cette condition, c'est celle d'établir sa pertinence critique, qui est à la fois pertinence de la critique comme activité de lecture particulière, et de la critique comme révélateur particulier de quelque chose, ici assurément de l'imaginaire social. Le problème tient, comme tout ce que j'ai affirmé jusqu'ici sans doute, à ce que cette condition, les ouvrages de Pierre Popovic travaillent toujours un peu différemment à les remplir, en complétant toujours un peu l'argument qui sert à justifier la démarche sociocritique,
laquelle consiste à expliquer la forme-sens des textes, d'évaluer et de mettre en valeur leur historicité, leur portée critique et leur capacité d'invention à l'égard du monde social. Et de là, leur rapport évidemment à l'imaginaire social. Afin de ne pas me peinturer dans le coin en répétant ces constats, permettez-moi en terminant d'analyser la structure de cette justification au regard de la tension qu'entretient l'imaginaire social avec la littérarité, comme j'ai voulu la rendre tangible dans ma présentation. La littérarité donnait aux études littéraires, au moment où on remettait en doute l'autorité de la tradition qui autrefois justifiait cette littérature, une garantie, une pertinence sociale, car scientifique. Dans le spectre d'opposition moderne usuelle sur lequel a beaucoup écrit Jacques Rancière, se retrouvent dos à dos, survenus au même moment pour organiser la société, d'un côté l'âge de la science, de l'autre l'âge démocratique. L'imaginaire social s'inscrit en projet au sein de cette démocratie. Et par ailleurs, on pourrait tracer de belles lignes entre la littérarité générale de Pierre Popovic et la littérarité démocratique de Jacques Rancière. Pour Popovic, il faut donc, j'ai déjà mentionné, rendre justice au caractère mouvant de la sémiosie sociale tout en respectant, dit-il, le pouvoir de la littérature. Dans sa conception critique, donc, à l'instar de ce qu'on retrouve chez Rancière, littérarité et démocratie, littérarité et imaginaire social, ne s'opposent pas, ils marchent ensemble. Mais pour ce faire, il faut raconter un monde qui les contienne, qui les mette en dynamique. Aussi, dans un moment frappant de l'introduction de la Mélancolie des Misérables, rythme-t-il sa description de ce monde par dire que le monde marche à la littérarité, c'est. Arrivant à cette sorte de conclusion que les êtres humains sont un animal littéraire, toujours déjà en puissance, des Monsieur et Madame Jourdain, qui font de la proto-littérature sans le savoir, façon de redire que la littérarité est anthropologique. Il termine en répétant ce rêve éveillé et l'imaginaire social, un rêve qu'on se tricote à coups de littérature. Je termine là-dessus. Le geste du critique, c'est ce qui est embêtant avec l'imaginaire social de cette sociocritique, n'est plus d'aucune manière de révéler quoi que ce soit, mais de contextualiser. Car tout est déjà là, tout est déjà partout. Le rêve est éveillé. Il ne s'agit plus, comme l'énonçait Duchet, d'interroger, ce sont ces mots, le non-dit ou l'impensé inscrit dans l'inconscient du texte à introduire dans une problématique de l'imaginaire. Ou, comme l'écrivait Falardeau, de trouver ce qui a coulé à l'insu du romancier dans son texte, de traquer ce contenu involontaire, inconscient, multiforme qui véhicule les structures mentales, les rêves latents, les préoccupations de la société. L'inconscient est devenu, depuis au moins l'école de Genève, le lieu commun principal de la critique littéraire, sa justification implicite. Être critique, c'est révéler ce qui est dans le texte sans que nul ne l'y voie, sauf le critique. L'imaginaire social au cœur du projet contemporain de la sociocritique consiste, après la démocratisation de la littérarité, à se débarrasser de l'inconscient. Le geste critique consiste dès lors à expliquer, mettre en valeur, évaluer. Cette opposition était latente dans toute la critique d'André Bello. Nous en revenons à la fin de cette présentation à cet esprit d'une école de Montréal. Car chez Bello, quand on y regarde de près, il existe cette tension toujours répétée dans ses analyses entre le littératurologue, grand révélateur de la chose littéraire, et le réécrivain, celui qui ne fait que remettre de l'avant les matériaux de ce qu'il ne nommait pas encore, mais qu'il nommerait peut-être aujourd'hui l'imaginaire social. Merci. Merci beaucoup, David, pour ce tour d'horizon de la littérarité généralisée et ses liens avec l'imaginaire social et la sociocritique. Est-ce que vous avez des questions?